Bonjour, bienvenue sur TV Sévrémen pour ce nouveau numéro de Pleine Page dont vous avez l'habitude maintenant. Aujourd'hui, nous recevons un auteur qui nous arrive de Vendée, Philippe Gilbert. Philippe Gilbert pour son dernier opus qui s'intitule Vendée, terre de cinéma. Il sera donc question, bien entendu, de cinéma et de littérature. Et Vendée, terre de cinéma, je fais voir à l'écran, à l'image, la couverture, la première de ce très beau livre d'ailleurs. Et je dois dire avec mon étonnement, ce qui me concerne, puisque j'ignorais que la Vendée fût une terre de cinéma. Je voyais plutôt une terre d'agriculteurs, ou une terre de pêcheurs, ou de touristes, ou de campigneurs, entre guillemets. Pardon pour ce néologisme. Philippe Gilbert, bienvenue sur TV Sévrémen. Bonjour. Vendée, terre de cinéma, c'est étonnant. Non. Alors dites-nous, Plus rien n'est étonnant avec la Vendée. Oui. La Vendée, c'est l'épicentre du monde, vous le savez bien. C'est une histoire forte, fragile, mais existentielle. Et vous pouvez même remonter à l'ère des Gaulois et des Gallo-Romains. Oui, sauf que chez les Gaulois, il n'y avait pas de cinéma. Oui, alors, on va revenir au sujet. Et même sous Louis XIV, il n'y avait pas de cinéma, même s'ils en faisaient beaucoup de cinéma. Mais, pour répondre plus directement à votre question, ça serait bien. L'histoire du cinéma en Vendée est un calque sur l'histoire du cinéma tout court. Voilà. Elle commence en Vendée avec les Frères Lumière, et elle se termine, pas cette année, mais presque, c'est-à-dire avec les vacances du Petit Nicolas en 2013, c'est-à-dire autant dire hier, en passant par le Muet avec La Terre qui meurt, tourné en 1925 dans les marais de Salertaine, et on osait faire un film hors studio à l'époque du Muet. 25 en France, c'est encore le Muet, même si le parlant commence en 26. Mais aux États-Unis, en France, il n'arrive qu'en 29-30. Hein, le premier film parlant, il y aura la dénommée Florel, originaire de la Chaume. Quand je dis le premier film parlant qui va être considéré comme un chef-d'œuvre, le film de Past, dont le titre m'échappe, mais on y reviendra. Donc, 45, La ferme du pendu, 60, Maléfice, Les Maigrets avec Jean Richard. Voilà, le calque du cinéma vendéen et celui du cinéma français. Voilà, alors sous-titre de votre livre, le vôtre, oui. Donc, mon dictionnaire du 7e art en Vendée. Oui, alors, oui. Mais je ne suis pas objectif, moi. Non, mais l'objectivité, c'est un truc de journaliste, ça. Oui, c'est un truc de journaliste. Oui, c'est-à-dire on veut être neutre, mais je considère qu'il y en a beaucoup trop au nom de la neutralité qui deviennent neutre. On ne sait plus rien. Voilà. Alors, je préfère la subjectivité, c'est-à-dire j'ai parlé avec mes tripes et mon cœur et avec mon amour du 7e art qui date quasiment depuis l'époque où j'ai appris à marcher et écrire. Très bien. Alors, dans ce dictionnaire du 7e art, Philippe Gilbert en Vendée, arrêtons-nous un instant à la lettre B, car moi j'ai vu dans votre livre Louise Buñuel. Qu'est-ce que Louise Buñuel fichait en Vendée? Mais il y a plein de passants considérables dans ce dictionnaire, parce que il y a même vous auriez pu vous arrêter à A comme Hannot, Jean-Jacques Hannot. Oui. Mais ça, on y reviendra. Buñuel, on y reviendra. Mais Buñuel, parce que... Ma question, c'est Buñuel. Voilà. D'abord, parce que j'avais envie de parler de Buñuel. Je considère que c'est pas le plus grand génie du cinéma dans le monde, mais un des plus grands génies. N'oubliez pas qu'il a failli tourner La femme et le pantin avec Mylène de Mongeau. Et parce qu'il voulait Mylène de Mongeau dans le rôle principal de ce roman de Pierre Louis adapté au cinéma, mais on a refusé, on voulait Brigitte Bardot. Bon. Et Mylène de Mongeau qui est venue en témoigner dans une station du littoral vendéen, l'amour qu'elle avait pour ce film qui n'a pas été fait, parce que Buñuel a dit c'est de Mongeau ou personne d'autre, et personne d'autre, et surtout pas Bardot. Pour lui c'était ça son idée. Et les producteurs ont dit non, et finalement, Buñuel s'est retiré, c'est Duvivier qui l'a remplacé, et qui l'a tourné avec Brigitte Bardot. C'est pas un mauvais film, c'est surtout Duvivier, mais c'est pas le meilleur Duvivier, et c'est pas un si grand film que ça.
Buñuel, pour répondre directement à votre question, mais j'en fais des détours et des contours et des tours de... Oui, ce serait bien de dire. Buñuel a failli tourner là-bas voilà. de Huysmans, Oui, qui met en scène Gilles Leray. Et il voulait le tourner en Vendée. Et puis le projet ne s'est pas fait. Mais l'histoire du cinéma est faite de beaucoup de films qui ne se sont pas faits. Et je m'amuse à en rappeler quelques-uns. Buñuel serait certainement venu en Vendée à ce moment-là, tout comme Jacques Demy, qui a tourné Les Demoiselles de Rochefort en 1966 avec Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac, qui devait hélas mourir peu de temps après le tournage de ce film. Eh bien, ce film a failli s'appeler Les Demoiselles de la Roche-sur-Yon. Car Demy, avec sa compagne Agnès Varda, ont fait le tour de France pour chercher une place qui correspondait à ce qu'ils cherchaient pour tourner ce film, qui a duré 3 mois et demi. Le tournage à Rochefort, ils s'en sont pas remis. Ils sont encore dans l'éblouissement des Demoiselles de Rochefort. Et il fallait une grande place. La place Napoléon s'y prêtait. Mais la place Colbert aussi. À Avignon, ça a failli s'appeler les Demoiselles d'Avignon, les Demoiselles de Niort. Bref, ils ont fait le tour de toutes les places. Et si Demy, ce Nantais né à Châteaubriand, a choisi Rochefort, au bout du compte, c'est parce que il y avait le pont transbordeur qui lui rappelait le Nantes de son enfance. Voilà. Puisque Agnès Varda a tourné Jacques de Nantes, précisément. Mais bien sûr, il a tourné plusieurs films. Il a fait un travail sur Demy, surtout après sa mort, remarquable. Moi, personnellement, j'aime le cinéma d'Agnès Varda, parce qu'il est riche, parce que c'est du cinéma vérité, parce que c'est du cinéma documentaire, et que souvent ce cinéma-là, et d'ailleurs c'est pour ça que je mets beaucoup de cinéma parallèle, nouvelle vague, documentaire, long métrage, court métrage, comme à Larousse sur l'histoire du cinéma en France. Si je l'ai fait également dans ce dictionnaire, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce cinéma dit parallèle, où on retrouve des Philippe Écain, les Marc Lambrecht, par exemple, qui ont tourné des documentaires, eh bien ce cinéma-là, c'est celui qui a permis le néo-réalisme en Italie et la nouvelle vague en France. Alors je ne sais pas quelle sera la prochaine nouvelle vague du cinéma. Je ne pense pas que je serai là pour la voir, puis je ne veux pas la voir de toute façon. Même si c'est pour le meilleur, j'ai l'âge de mes artères. Vous verrez quand vous aurez mon âge, Joël Bonne-Maison. J'en ai eu 60 il y a quelques semaines. Je m'en remets difficilement. J'imagine. Alors Agnès Varda, tiens un petit mot sur Agnès Varda. Elle vient toujours en villégiature. Oui, bien sûr. En vacances en Vendée. Bien sûr. Et particulièrement du côté de Marmoutier d'ailleurs. Alors, du côté de la Guérinière, pour être bien précis, dans un moulin. Et elle découvre... Elle connaît Jacques Demy depuis peu de temps. Ils sont connus en 59. Ils sont véritablement ensemble en 62, quand ils se baladent sur la plage, sur l'île de Noirmoutier, et qu'ils voient ce moulin à hauteur de la commune de la Guérinière. Et ce moulin, qui est toujours dans la famille Varda-Demy, va être un centre de créativité extraordinaire. Quand Agnès Varda tourne Les Créatures en 1966, avec Michel Piccoli et Catherine Deneuve, un film qui sera un échec commercial, mais qui se déroule entièrement à Noirmoutier et qui a plus d'un titre, est très intéressant et qui mérite d'être revu parce qu'il gagne avec le temps. Eh bien, quand elle tourne ce film, Jacques Demy est en train de fignoler le scénario des Demoiselles de Rochefort. Vous voyez, il y a une interconnexion constante entre les deux tourtereaux qui vont rester jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je reste à la lettre B, si vous me permettez, dans Comme dans votre dictionnaire, et pour m'arrêter à Jean-Paul Belmondo. Ah ben bien sûr. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Quel il n'est rapport pas avec venu la en Vendée? Vendée. Il n'est pas venu en Vendée, mais il a tourné avec un Vendéen, et pas n'importe quel Vendéen, pour pas n'importe quel film, puisque ce Vendéen, je ne vous le présente pas, et d'ailleurs il est un peu un fil conducteur dans ce livre, c'est Gilbert Proutot. Parce que Gilbert Proutot, alors je parlais tout à l'heure de branlichon, moi je dis toujours qu'il vaut mieux être un vieux branleur que pas branleur du tout. Donc Gilbert a été un jeune branleur, et même devenu un vieux branleur, je prends le même chemin, mais qui ne fait pas le con à 20 ans, le devient à 40 et encore plus à 60. Il faut faire le con, et le plus jeune possible. Et Gilbert Proutot,
natif de Némy, domicilié jusqu'à la fin de sa vie durant les 30 dernières années du côté de Tresvent aux Hautes-Roches, était poète, mais la poésie ne fait pas forcément vivre son homme, même dans la seconde moitié du XXe siècle. Surtout, il va donc, surtout, oui, à partir de là, mais même avant, c'est difficile. Donc le poète devient romancier, devient novelliste, touche à tout. C'était un touche à tout, ce vieux branleur. Je dis ça avec beaucoup d'affection. Et en touchant à tout, il a fait du cinéma. Et il a réalisé une quinzaine de films, Gilbert Proto. D'ailleurs, le jour où... il n'y a pas grand monde qui sache ça, en fait. Mais on oublie vite. On oublie vite. Nous sommes débordés par les médias. Il y en a beaucoup trop. Alors Belmondo. Et Belmondo, le film majeur de Gilbert Proto, il y a deux films majeurs. La vie passionnée de Georges Clemenceau, où il invente en quelque sorte le procédé d'image d'archives et d'images fictives. Ça donne La vie passionnée de Georges Clemenceau, sélectionné au Festival de Cannes en 1953. Il y a une longue histoire, mais je ne m'y arrête pas aujourd'hui. Et il va tourner surtout un film qui s'intitule Dieu a choisi Paris. Pareil, avec des images d'archives, dont les plus vieilles archives quasiment du cinéma, qui sont la sortie d'Émile Zola et de la femme de Dreyfus, du tribunal de Rennes en appel. Ces images sont dans Dieu a choisi Paris, parce que c'est événementiel, qu'un Vendéen s'intéresse à Paris. Il faut s'appeler Gilbert Proto ou Joël Gaucher pour être capable de faire ça. Et Gilbert Proto tourne un film miraculeux sur Paris. Dieu a choisi Paris, tout est dans le titre, et les images fictives, c'est Jean-Paul Belmondo. Et Jean-Paul Belmondo, en 1965, c'est déjà une star. Qui tient le rôle d'un photographe ou d'un cinéaste. D'un photographe qui devient cinéaste. C'est ça, voilà. Et on voit grandir les grandes vedettes de ce qui a fait de Paris le centre du monde, de 1890 à 1930, notamment l'époque Montmartre, mais aussi l'époque Montparnasse. C'est toute cette époque qu'évoque Proto, et avec que des dialogues off, mais qui ne sont que des textes d'Apollinaire et quelques autres poètes. Donc il y a Belmondo, mais il y a aussi les voix off, notamment de Michel Bouquet. Enfin bref, c'est un film merveilleux qu'on avait cru maudit à jamais, car les laboratoires UTC brûlent en 1969. Comme disait Gilbert Proto, c'est des gauchistes qui ont commis cet acte criminel. C'est tout à fait possible. On n'a jamais retrouvé les criminels. Mais on a retrouvé le film, parce qu'on a cru pendant 18 ans que ce film avait disparu. Hein, ça fait partie des gueules cassées du cinéma. Et on retrouve le film, tout à fait par hasard, dans une cinémathèque au Canada, au Québec, à Ville-de-Lorraine, à côté de la ville de Montréal. Et ce film a eu une seconde carrière, et c'est une belle seconde carrière, et c'est un film majeur. Et c'est entre autres pour ça, avec la symbole de Belmondo tenant une caméra, c'est donc pour ça qu'il est en couverture. Voilà, oui. Alors, peut-être que Belmondo est venu par ailleurs en Vendée, mais ça, je n'en sais rien. Oui, à titre privé, dirons-nous. Voilà. C'est pas sûr. Oui, c'est pas sûr. Il avait une maison surtout du côté de la Gironde, au Cap Ferré, mais je ne pense pas qu'il ait été une seule fois vendéen. Juste pour finir, Joël Bonnemaison, Belmondo a accepté de tourner avec Proto, parce que Gilbert Proto, né en 17, mort en 2012, était très copain avec Paul Belmondo, le père, voilà, le sculpteur. Tout à fait. Et ces deux copains se retrouvent avec Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul, dit Paul Belmondo, le père, tu ne peux pas refuser ce service à un ami, parce qu'il ne demandait qu'une semaine de tournage. Parce que ce film a mis 10 ans à se faire. Les images d'archives, les images qu'il a lui-même construites en archives, avec les gens encore vivants. Et il y a des images de Louis-Ferdinand Céline, c'est Proto qui est allé les tourner. Donc dès 1960, il commence à s'occuper de ce film, qui ne sortira qu'en 69. Alors on va faire toujours notre petit tour à travers votre dictionnaire du 7e art en Vendée. Mon. Et puis, alors là, il y a un personnage qui m'intéresse, Charles Vanel.
hein, Charles Vanel, et puis après on parlera aussi d'une autre vedette internationale du cinéma français. Alors Charles Vanel en Vendée, qu'est-ce qu'il nous fait là? Et il a fait quelque chose de très important. Il a tourné en juillet 1945, donc la guerre est juste finie, La ferme du pendu. C'est ça. À Pouzauges, Montournai notamment. C'est un film de Jean Dréville que j'ai eu le bonheur de rencontrer. Il avait déjà 89 ans. Dréville est mort à l'âge de 96 ans. Et il était venu en Vendée, il est venu en Charente-Maritime. Et il considérait, il dit oui, j'ai fait beaucoup de films, c'est un peu le cinéma de papa maintenant, mais il y en a 6 ou 7 que vous pouvez sauver. Notamment La Reine Margot avec Jeanne Moreau, oui, dont on voit les seins nus dans ce film de 1953. Rien que pour cette évocation, je voudrais bien revoir le film. Et il tourne La ferme du pendu. Vous verriez à nouveau ce film aujourd'hui, cette tragédie paysanne, rien à vieillir. Il y a vraiment, on est vraiment dans cette ambiance paysanne, mais dans le meilleur sens du terme, tiré d'un roman de Gilbert Dupé, qui était très mal vu en Vendée, parce qu'il osait montrer des mœurs de paysans qui ne correspondaient pas à la morale catholique de Monseigneur Cazot de l'époque, parce que Monseigneur Cazot, c'était pas rien, hein. Demandez donc à Gilbert Proutot quand vous l'aurez au téléphone. Et il va faire ce film. Et Charles Vanel a le rôle principal. Donc voilà, Vanel a une histoire vendéenne, il a celle-là, mais il en a une autre. Ah bah attendez, je vais encore vous parler de Gilbert Proutot. Oui, car il va jouer à la télévision une sorte de monologue sur Jules Verne pour FR3 Nantes. Car Jules Verne est né à Nantes. Donc ça intéresse les Vendéens et les gens de Sèvres et du Maine. Oui. Et même les Deux-Sévriens, oui, que nous appelons les Belous, entre nous, voilà, avec beaucoup d'affection. Ça intéresse tout le monde, en fait, Charles Vanel. Charles Vanel, même. Oui, mais il faut lire la Bible qui est consacrée à Charles Vanel, ses mémoires écrites par Jacqueline Cartier, et qui a beaucoup fréquenté Charles Vanel, qui était une journaliste du Figaro, qui a écrit un bouquin sur Vanel, qui est mort à 95 ans, 96 ans. Oui. Mais c'est The Mémoire du cinéma, du muet, jusqu'à la fin de sa vie. Le muet, il raconte dans ses mémoires comment il tournait des westerns en Camargue, oui, dans les années 1910-1914, c'est-à-dire juste avant la guerre. On a tout appris aux Américains, en fin de compte, y compris le blue jean qui vient de faire. On apprend, on invente, on réinvente. On réinvente constamment. Bon. Vous savez, il n'y a jamais eu autant de films qui ont été tournés sur les guerres de Vendée qu'à l'époque du mai par les Italiens. Donc vous voyez, voilà, tout est relatif. Bon, alors au revoir Monsieur Vanel, et coup de chapeau à Charles Vanel. Oui. Alors Yves Montand, César et Rosalie. Ah ben oui. La Vendée aussi, ça. Ben oui. J'ai presque envie de vous dire, c'est le film emblématique. Il aurait pu être en couverture aussi. Oui, il est roulé, mais bref, on m'a même dit, oh mais il n'y a qu'une seule femme, m'a dit une femme. Je dis, mais oui, c'est parce que je suis certainement un macho primaire. Oui, mais alors Yves Montand, il était quoi? Et un macho primaire, non, ça, oui, je m'en doute. Simone, si tu nous entends. Oui, il est venu tourner, donc... Deux fois. Pourquoi? Parce que je ne vous dirai pas les raisons pour lesquelles Claude Sauté, le metteur en scène, aimait la Vendée et particulièrement l'île de Noirmoutier. Mais Claude Sauté, dans le film emblématique César et Rosalie, je dis bien emblématique parce qu'en 1972, nous sommes avant les premières crises pétrolières, oui, dans une France avec sa douceur de vivre, avec son pouvoir d'achat, avec sa sérénité, sa bourgeoisie qui aime se dissiper dans des belles soirées. Ben c'est César et Rosalie. Et il y a un quart d'heure de ce film qui se déroule à Noirmoutier. Et le tournage de ce quart d'heure a duré quelques semaines en 1972 à Noirmoutier. Et Yves Montand reviendra avec Claude Sauté en 1986 tourner Garçon, qui sera un échec commercial. Parce que César et Rosalie, c'est la plus grosse recette du cinéma français en 72, devant Il était une fois l'Amérique, de Sergio Leone, dont je sais que vous avez beaucoup d'amour pour lui, un grand metteur en scène, notamment de western italien, mais qu'il a on va éviter cette discussion. Américanisé. Enfin bref, voilà, bon. Grâce à lui, l'Amérique a pris son tournant. Oui. Alors Montand, c'est César, et bien Rosalie, c'est Romy Schneider.
Oui, bien sûr, il est venu. Voilà, qui était là Discrète, aussi. à l'image que pouvait se faire le public. Moi, j'ai toujours de la peine à parler de Romy Schneider parce que c'était mon actrice préférée. Ah bon. Et ça reste mon actrice préférée. Je vous dirai pas pourquoi. Vous savez, hein, il faut pas tout expliquer. Pourquoi j'aime les westerns? Peut-être que c'est parce que la première fois que j'ai vu des images des images, et c'était à la télévision. Moi, j'ai vu la télévision arriver dans mon foyer en 1962, dans mon village de la Maborgère, commune de Château-Guébert, quasiment aux portes du sud Vendée. Et parce qu'on diffusait à l'époque beaucoup de films au cinéma. D'ailleurs, ma culture cinéma, c'est d'abord faite grâce à la télé arrivante, avec une chaîne en noir et blanc. Mais on voyait beaucoup de films cinéma à une condition, c'est qu'ils aient 7 années d'exploitation au cinéma pour être diffusés à la télévision. Voilà, pour ne pas faire de concurrence au cinéma. Voilà. Tout à fait. Oui. Donc c'est comme ça que le premier film que j'ai vu devant un écran en noir et blanc, et j'étais complètement ébahi, j'étais un enfant sauvage, vendéen mais sauvage, né à Madagascar de parents vendéens, que Dieu m'en regarde. J'ai vu le massacre de Fort Apache de John Ford, ce qui fait une fois de plus que j'aime le western et l'Ouest. Car la Vendée, c'est une fois l'Ouest. Alors cette Vendée qui a aussi accueilli ce merveilleux metteur en scène, réalisateur, qui tournait un petit peu comme les réalisateurs américains, j'espère que vous serez d'accord, il s'agit de Melville. Alors Melville était venu aussi tourner quelques polars en Vendée. Un seul. Oui. Il est venu une seule fois. Quand j'ai dit quelques, c'était sans S, quelques au singulier. Ouais, voilà. J'aime les gens vicieux, mais c'est une déformation professionnelle autorisée et même obligatoire. Bon. Moi, je connais des journalistes qui n'ont jamais eu le vice de poser la question. Melville. Melville vient tourner son dernier film. Oui. Tout du moins, il vient en Vendée tourner son dernier film. Il tourne les 13 premières minutes d'un flic. Le film s'intitule Un flic. Avec Delon. Oui, mais c'est Delon le flic. Yeah. Et Delon, on ne le voit pas en Vendée. Ni Catherine Deneuve qui joue. Mais vous avez un certain Richard Crenna, un Américain, le général Todman dans Rambo un peu plus tard. Voilà. Mais auparavant, le lieutenant de la canonnière du Yangtze avec Steve McQueen, film d'aventure parmi les plus remarquables. Et historique aussi. De Robert Wise. Oui, tout à fait. Oui, qui se déroule en Chine au moment des révoltes. Ceci pour vous dire que donc Richard Crenna, c'est lui le bandit dans le film. Et nous sommes dans une époque de production franco-américaine, dans les années 70. Et en plus de ça, on ne pouvait même pas reprocher à Melville d'être à la mode, parce que Melville a toujours eu l'amour du cinéma américain. Il est précurseur dans des tas de domaines. Il n'est pas nouvelle vague, mais il inspire la nouvelle vague dès ses débuts. Il n'est pas américain, mais est-il vraiment français? C'est un bonhomme étrange qui avait des rapports très confus, très durs, très particuliers avec ses acteurs. Lino Ventura et quand il tourne Le Second Souffle et L'Armée des Ombres, pendant L'Armée des Ombres, Melville et Ventura ne se parlent pas. N'empêche que c'est un sacré, permettez-moi l'expression, un sacré putain de film, L'Armée des Ombres, Paul Meurice, etc., Simone Signoret. Et là, les 13 premières minutes qui sont le cambriolage, qui se passe à Saint-Jean-de-Mont. Se passe à Saint-Jean-de-Mont, voilà, dans un bistrot qui s'appelait le Cardinal à l'époque, face au Remblai, qui est transformé en banque. Le cambriolage, le hold-up se passe assez mal. Il y en a un qui est blessé, c'est André Pousse. Il y a aussi Ricardo Cucciola, parmi les 4 bandits, avec donc Richard Crenna. Ricardo Cucciola, vous me direz, qui c'est celui-là? Eh ben, c'est celui qui jouait Sacco dans Sacco et Vanzetti, tout simplement. Roberto Sacco. Et ils commettent ce hold-up qui se passe mal, et ensuite de Saint-Jean-de-Mont, ils prennent la direction du Chaland, et on les voit en gare de Chaland. D'ailleurs, il y a beaucoup de Chalandais qui vont faire de la figuration dans ce film, dont un dénommé Pierre Croiset, qui est aussi dans ce dictionnaire, parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai oublié ni le cinéma amateur, ni le cinéma parallèle, ni les tentatives d'arrêt d'essai, etc. Donc, Melville en Vendée, Melville attendant de la pluie et du mauvais temps, car nous sommes en décembre 71, quand il vient à Saint-Jean-de-Mont à l'initiative d'un copain qui habite Chaland,
qui est venu s'installer à Châlons, il dit viens en décembre, tu verras les hôtels, tout, c'est pas cher, tu verras, c'est une région sympa, tu vas trouver ton bonheur. Et puis en décembre, tu auras forcément de la pluie. Eh ben non. Décembre 71, c'est un temps magnifique. Et pas de pluie. Pas de pluie, et d'ailleurs il y a une photo, et d'ailleurs je voudrais faire une parenthèse parce qu'il y a plus de 60 photos dans cet ouvrage sur du beau papier, et plus de la moitié de ces photos sont en couleur. La page de couve et la page 4 de couve sont remarquables. Là je voudrais simplement, c'est pas grâce à moi, hein, c'est grâce aux éditeurs, oui, ceux du Petit Pavé, et je tiens à le préciser au passage, parce qu'ils m'ont fait un boulot remarquable, et à l'arrivée, ce livre devrait valoir 30-35 euros, vu ce qu'il y a dedans, et il ne coûte que 24 euros, c'est-à-dire un roman normal, sans photo. On va finir le petit Juste pour finir. Oui, on va finir le petit commerce sur le livre, pour continuer un petit peu de... juste pour finir avec Belleville, cette photo où on le voit, avec son Stetson et ses bottines un peu particulières, se ronger les sangs parce que la pluie ne venait pas sur le remblai de Saint-Jean-de-Mont. Cette photo est remarquable. Et on fera venir les pompiers pour faire de la pluie. Pour arroser là. Merci beaucoup Philippe Gilbert. C'est presque fini parce que c'est déjà pas mal comme temps. Hein. Je rappelle le titre de votre livre. On retrouvera aussi Bourvil et Jean Gabin, avec les vieux de la vieille qui sont venus tourner là. Les vieux de la vieille, oui. Mais oui, c'est formidable. Alors Philippe Gilbert, donc Mon dictionnaire du 7e art en Vendée, paru aux éditions du Petit Pavé. Merci et à la prochaine fois. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci.